Ok, il est 12h30, je propose qu'on commence en fait. Est-ce que tout le monde est prêt au point de vue de la technique? C'est bon? Donc je vais commencer par les présenter. Donc il y a l'équipe Cobalt ici, 4 étudiants d'IUT qui, dans le cadre d'un projet d'études, m'assistent et m'aident à mettre en place ça. Donc il y a plein de choses que là vous allez juste me voir ici devant l'écran, mais ils ont fait plein de trucs. Ils ont fait le teaser, ils vont faire la captation ici et ils vont aller nous faire un petit café. Je rigole. Le quart d'heure insolite d'aujourd'hui va porter sur un personnage historique et scientifique, Nikola Tesla, mort en 1943, né en 1856. Et la raison pour laquelle je vais vous en parler, c'est que c'est un personnage assez nébuleux. En toute honnêteté, moi, je m'y suis vraiment intéressé à ce personnage il y a quelques années, il y a 2 ans, quand, après avoir mis sur Internet des cours d'électromagnétisme, j'ai reçu un mail d'insultes, mais monstrueux. Mais vraiment monstrueux, où le gars me disait mais vous êtes prof d'université, c'est une honte, vous ne citez pas du tout Tesla dans votre cours d'électromagnétisme, alors que c'est le pur génie, le gars qui a tout fait, qui a tout inventé, qui vous êtes quoi. Alors j'ai assez mal réagi sur le coup, mais bon bref. Mais effectivement, je me suis demandé oui, il a en partie raison, je ne parle pas de Tesla, c'est qui d'ailleurs Tesla? Et je me suis rendu compte qu'on n'a pas besoin de parler de Tesla pour faire de l'électromagnétisme. Voilà, il n'a pas fait grand-chose, je vais en parler. Enfin, dans le cadre d'un cours d'électromagnétisme. En revanche, il y a une unité qui est donnée à son nom, l'unité du champ magnétique, c'est quand même pas rien. Il n'y en a pas tant que ça des gars qui ont une unité. Donc je me suis posé la question, pourquoi? Qui c'est ce gars? Bon. Comme tout le monde, quand je cherche de l'information, je me tourne vers Big Brother et je demande à Big Brother qui est monsieur Intel. Alors juste pour vous montrer, mettre en perspective ce qui va suivre, je vous montre d'abord une autre expérience. Vous n'arrivez peut-être pas à lire, mais ici j'ai demandé à Google qui est James Clerk Maxwell, le gars des équations de Maxwell de l'électromagnétisme. Et les liens qui sortent ici, vous avez un lien Wikipédia en français, un autre en anglais, une biographie de Futura Science, super site, un truc du CNRS, l'encyclopédie Larousse et quelque chose de la Fondation Maxwell. Donc on se dit, ok, on a l'information qui semble pertinente. Je reviendrai un peu tout à l'heure sur la notion de pertinence des informations, mais bon, on a au moins ici 7 liens sur lesquels cliquer, on est content. Si on fait pareil avec Tesla, on tombe sur Wikipédia, puis sur un truc qui s'appelle conspiration.org, le génie oublié, un truc de science et magie, un PDF, on ne voit pas trop de qui c'est, d'un gars que personne je ne connaissais pas, mais je n'ai pas trop moyen de savoir si c'est bien ou pas, 10 faits surprenants sur Tesla, voilà. Donc vous voyez que la nature de ce qu'on trouve ici est un peu différente et ouvre la place à un autre type d'informations que les informations institutionnelles, c'est les gogos. Je vais parler des gogos tout à l'heure. Le gogo ici, ce n'est pas Tesla. Les gogos, pour moi, c'est les personnes qui prennent de l'information scientifique et la transforment en fond de l'information pseudo-scientifique. Je vais vous parler en partie de pseudo-science pendant ce quart d'heure. Alors avant ça, en fait, ce que j'ai fait, je vous ai menti. Je ne suis pas allé voir sur Google, ce n'est pas ça que je fais en général. J'essaye de lire des livres, de lire des vrais livres. Donc ici, je les ai amenés, juste pour que vous voyez que c'est un tour de magie sans trucage. Ce sont des vrais livres qui sont un petit peu usés, ils ont été lus. Donc ce sont 2 biographies. Donc de Bernard Carlson et puis de Mark Seifer, qui ont été écrites à une quinzaine d'années d'écart. Ces personnes sont des spécialistes d'histoire des sciences. Donc leur métier, c'est d'écrire l'histoire des gens, de ce qu'ils ont fait. Et ils s'appuient sur ça, sur tout un tas de documents. En particulier, le gars qui est ici, il est allé chercher tout un tas de lettres qui n'avaient pas été explorées, des lettres qu'a écrit et qu'a reçu Tesla. Et si vous regardez le livre qui est ici, par exemple, la structure de ce bouquin, c'est une quarantaine de chapitres. Et à partir de ce moment-là, dans le bouquin, donc vous voyez ici, j'ai une cinquantaine de pages, ce sont des notes avec de l'information sur où est-ce qu'il a trouvé l'info. Le gars ici, quand il vous dit Tesla a dit cela, il ne vous dit pas juste Tesla a dit ça, il vous dit il a dit ça à tel moment, dans telle lettre, que vous trouverez dans telle bibliothèque, et voilà, vous avez les moyens d'aller vérifier l'info. Donc voilà, j'ai estimé que c'était une information intéressante et pertinente. Je suis allé la prendre dans ces 2 bouquins, c'est toujours bien d'en lire plusieurs sur un même sujet, parce qu'il
Il y a des fois des choses qui sont plus des points de vue que des faits, et voilà. Donc ce que je vais vous raconter, le début de ce que je vais vous raconter là-dedans, a été pioché dans ces 2 ouvrages, et je vous en conseille vraiment la lecture. Alors c'est en anglais. C'est en anglais. Il y a pas de, moi, je ne connais pas de biographie de Tesla d'aussi bonne qualité en français. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, je n'en connais pas. J'ai cherché, je n'en ai pas trouvé. Mais voilà, c'est vraiment des excellents bouquins qui sont passionnants à lire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Tesla? Je vais le passer très rapidement en revue, certaines choses qu'il a faites. Ça, c'est un extrait d'un brevet qu'il a publié. Tesla, c'était un ingénieur, un inventeur, qui arrivait à construire des choses que les autres n'arrivaient pas à faire. Il en particulier compris que si on met des bobines comme ça autour d'une pièce métallique et qu'on s'arrange pour que le courant électrique qu'on envoie sur les bobines soit déphasé les uns par rapport aux autres, et ben on arrive à faire tourner la bobine là. Il est arrivé en fait à faire un moteur dans lequel on crée un champ magnétique tournant. La pièce ici se comporte comme un aimant et tourne en même temps que le champ magnétique tournant. La révolution de ça, c'était vraiment révolutionnaire parce que ça lui a permis de faire un moteur dans lequel il n'y avait pas de contact. Il n'y avait pas de pièce qui était en contact électrique avec l'intérieur. Il n'y a pas de bobinage sur la pièce qui tourne à l'intérieur, sur ce qu'on appelle le rotor. Donc ça enlevait tout un tas de problèmes d'usure, d'étincelles, de risque que le moteur prenne feu et tout ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que lui a conçu. Donc il a fait des brevets, il a fait de la publicité autour de son invention. Il s'est associé avec des industriels. Et il y avait vraiment beaucoup d'argent en jeu avec ça. Il en a gagné, il en a perdu aussi. Mais voilà, son métier, c'était ça. Des inventions. Il y a celle-là. Il y a le moteur synchrone qui va avec ça. Donc le moteur synchrone, c'est un type de moteur particulier. C'est celui qui est ici. Et qui ont révolutionné la manière dont on utilise aujourd'hui l'énergie électrique. Il est aussi connu pour autre chose qui s'appelle la guerre des courants. Son moteur nécessitait l'emploi de courant triphasé, celui qu'on a aujourd'hui, et en particulier du courant alternatif. Aux États-Unis, à l'époque où il était, donc ça se passait aux États-Unis tout ça, à l'époque où Nikola Tesla a mis au point ses inventions, la source essentielle de courant qui était utilisée, c'était un courant continu. C'était Thomas Edison, ici un autre grand inventeur, qui avait vendu des brevets pour utiliser le courant continu. Et pour certaines raisons, lui, Tesla, voulait imposer le courant alternatif. Et il y a eu vraiment une guerre. Alors une guerre au sens industriel, des guerres de brevets, des guerres de droits, des guerres de dollars. Une guerre qui a coûté la santé à des gens, etc. C'était pas des rigolos. Ça a aussi coûté la vie à un éléphant. Alors on rigole, mais elle est horrible cette image en fait. Je ne vais pas la laisser trop longtemps d'ailleurs, mais donc Thomas Edison, pour montrer que le courant alternatif était plus dangereux que le courant continu, électrocutait des trucs. Les soumettait à un courant continu, ça va, là il a un peu mal, et puis après courant alternatif, là il a très mal. Et donc ils ont notamment électrocuté cet éléphant, Topsy. Vous pouvez lire la biographie de cet éléphant, c'est assez intéressant. Alors c'était un éléphant meurtrier, il avait tué plusieurs personnes, mais c'est pas une raison. On n'électrocute pas les éléphants. La guerre, c'est la guerre. I'm pumping out inventions, stacking riches, so go back to your pitches. You're a geek, plagued by OCD. You never had sex, but you sure got screwed by me. I crushed you, Tesla. There's just no putting it gently. I don't alternate my flow. I diss you directly. I see a universe of infinite energy, but no potential for threat from this enemy. So you can call me Tesla, Nikola, impeccably dressed, giving lessons in electrical nemesis. Je le mets pas en entier. Vous aurez le lien sur YouTube si vous trouvez. Sinon, si vous cherchez Epic Rap Tesla Edison, vous tomberez tout de suite là-dessus. Donc si vous regardez le clip que j'ai montré en entier, c'est vraiment intéressant quand on connaît effectivement, quand on s'est intéressé à l'histoire de cette guerre des courants. Chaque réplique, chaque scène, en fait, elle parle de quelque chose qui s'est effectivement passé et c'est assez amusant d'aller décortiquer ça. Là, j'ai absolument pas le temps de le faire, mais ça peut être un exercice intéressant. Il a fait aussi autre chose, il s'est intéressé à la manière de faire des champs, des champs magnétiques, des champs électriques, des ondes électromagnétiques en fait, de haute fréquence. Et notamment avec une invention qui s'appelle la bobine de Tesla, qui permettait de faire des champs de haute fréquence et de forte amplitude. Et il avait un laboratoire dans lequel il faisait ce genre de choses-là. Donc vous avez ici, donc ça c'est pas une photo de lui, c'est une version moderne de ça, mais vous avez ici tout un tas d'étincelles immenses. Et vous avez quelques photos qu'on peut trouver de Tesla effectivement dans son laboratoire en noir et blanc, qui est entouré d'étincelles de ce type-là. Il se servait beaucoup de ça. Alors bon, ça faisait partie de ses recherches. Lui, il voulait faire des champs de haute fréquence et de haute amplitude, mais il faisait des spectacles aussi en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il avait besoin de faire de la publicité pour ses inventions, du coup de montrer que c'était quelqu'un qui avait des idées et tout ça. Et il faisait des shows, vraiment. Il faisait des shows électriques.
Il faisait des choses comme ça devant les gens, comme on allait au cirque, voilà, on allait au spectacle et voir Tesla montrer, faire des démonstrations d'électricité. Il avait déjà le sens de la communication assez développé. Ça, c'est jusqu'à la moitié de sa vie, en gros, et après, quand il a atteint la quarantaine, en gros, il s'est mis à faire d'autres choses. N'atteignez jamais la quarantaine, c'est une mauvaise idée. Quand il est arrivé ici, il s'est mis à s'intéresser à d'autres choses. D'abord, il a essayé de transmettre à distance de l'énergie électrique. Aujourd'hui, l'électricité est transmise essentiellement par des fils. Et lui, Tesla, avait dans l'idée qu'on pouvait le faire sans fil, en passant par la Terre. En fait, les courants passaient par la Terre. Il voulait utiliser la Terre comme énorme fil électrique, si vous voulez. Il est allé assez loin là-dedans. Il n'a jamais fait de ce qu'il voulait. Lui, ce qu'il voulait, c'était donner de l'électricité à toute la Terre, vraiment arroser toute la Terre avec son électricité, que tout le monde puisse en profiter. Ça, il n'y est jamais arrivé. Il est arrivé à quelques mètres, quelques dizaines de mètres, mais pas plus que ça. Bon. Pour les gens qui ont vu le film Le Prestige, j'y reviendrai tout à l'heure, il y a une super scène où on voit des lampes par terre s'éclairer. Ça, c'est quelque chose qu'il a effectivement fait. Des lampes qui sont à quelques dizaines de mètres de son labo. On posait la lampe par terre et elle s'éclaire sans fil. Bon. Ça, il l'a fait. Il a aussi mis au point un certain rayon de la mort. Il a mis au point. Il a dit qu'il avait mis au point un rayon de la mort. Il a effectivement eu des idées sur la manière d'accélérer des particules et de les envoyer dans l'atmosphère. Il a voulu vendre le truc à l'armée en disant qu'il arriverait comme ça à abattre des milliers d'avions d'un seul coup avec son dispositif. Ça, on n'a pas la moindre preuve, nulle part, qu'il a effectivement fait ça. Ce qui veut dire qu'il ne l'a pas fait. Il a aussi mis au point des bateaux radioguidés qu'il a aussi proposés à l'armée. Donc il a eu des idées, mais dans la deuxième partie de sa vie, ça devenait vraiment des idées, des choses qu'il disait pouvoir faire, qu'il disait même avoir faites et qu'il n'a pas faites. Donc ça devient un petit peu compliqué du coup de cerner vraiment le personnage si on lit simplement un résumé, par exemple dans la biographie de Tesla que je vous ai amené ici. Il explique ce qu'il a fait, certaines des choses qu'il a faites. Et là-dedans, vous avez tout. Vous avez, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait une bobine super, qu'on appelle aujourd'hui bobine de Tesla, j'ai fait le rayon de la mort, il faut faire le tri du coup. Et ça, il ne le fait pas lui-même. Donc il faut aller voir dans d'autres sources. Je vais m'intéresser ici, du coup, donc vous imaginez bien que ce personnage-là qui dit avoir fait des choses extraordinaires qu'on ne connaît pas aujourd'hui, ça ouvre la porte à tout un tas de spéculations. Et il y a des gens qui se disent, non mais là, en fait, il dit qu'il l'a fait, il n'y a pas de papier qui le prouve, c'est louche, c'est parce qu'on a fait disparaître les papiers, probablement. Ça s'appelle la théorie de la conspiration. Et effectivement, Tesla, c'est vraiment un personnage rêvé pour les personnes qui pensent qu'on vit dans un monde dominé par une conspiration qui cache des choses. Bon, bref. Je vous mets ici un extrait de ce que j'ai trouvé sur un des sites. Je l'ai mis texto et on va le lire ensemble en entier. Je voudrais souligner quelques passages en le faisant. On nous dit de Tesla qu'il était le premier à construire une machine équipée d'électroaimants qui puisait son énergie dans une source infinie et inépuisable. L'énergie du point zéro, plus communément appelée énergie libre. Cette machine était non seulement capable de s'auto-alimenter, mais elle tirait son énergie de l'air environnant. Son appareil était muni d'une bobine d'électroaimant pour laquelle il a obtenu un brevet en 1894. La forme de sa bobine permettait au système d'emmagasiner une quantité énorme d'énergie en n'utilisant qu'une infime partie de celle-ci pour son propre fonctionnement. Ce qui est remarquable là-dedans, c'est que ça mélange plein de trucs. Ça mélange des choses exactes et claires, d'autres, enfin pour un physicien en tout cas, et d'autres qui sont complètement débiles. Et ça, c'est tout le problème de tirer de l'information. Si vous écoutez les propos d'un parti extrémiste au hasard, ils mélangent du vrai et du faux. Du coup, on a du mal à extraire le truc et on entend un truc vrai, on se dit « Ah ouais, ils sont pas cons », et après ils disent un truc faux et puis on y croit. Voilà. C'est un petit peu ça, là. Je ne compare pas du tout ces gens-là aux gens d'extrême droite, puisque c'est de ça dont il s'agit, mais j'y ferai allusion tout à l'heure quand même, parce qu'il y a un rapport, en fait. Bref, il faut décoder ça. On nous dit ensuite, de nos jours, des machines à énergie libre ont été construites et fonctionnent avec de l'air ambiant pour seul carburant. Et puis ensuite, on nous parle d'un gars qui, effectivement, l'a fait. Quand on lit ça, et qu'on ne sait pas, je sais pas, on n'est pas physicien, et voilà, bah, c'est bien écrit, on y croit, en fait, et on peut se demander. Je vous dis, c'est faux, hein, c'est vraiment faux. En particulier, la phrase qui est ici, elle est vraiment complètement erronée. Elle est même malhonnête. Bon. Mais quand on lit ça et qu'on n'est pas au courant, on peut se dire, bah, effectivement, c'est vrai. Et de fait, le texte qui est ici, dans sa forme, ressemble vraiment à ce que vous pouvez trouver sur, par exemple, le site du CNRS ou du CERN. Vous allez chercher de l'information sur les particules. Paf, on vous dit des trucs de ce style-là. Ben voilà, on a inventé telle machine, puis elle a accéléré des trucs, et voilà. Le problème, c'est comment on fait pour savoir si effectivement ça c'est vrai, si ils ont raison ou pas. Comment est-ce qu'on décode, comment est-ce qu'on affirme la pertinence de ça? Ben, c'est super dur. La clé pour ça, ça s'appelle l'éducation. C'est pour ça que vous êtes ici à la fac. Je vais en dire deux mots de manière un peu plus précise de ça.
Alors d'abord, des mots sur le vocabulaire. Il y avait le mot énergie libre qui apparaissait dans le texte. L'énergie libre, c'est un concept qui est très bien défini en physique, qui est très compliqué. Hein. Si on avait une heure, je pourrais parler de thermodynamique et le faire, ça embêterait tout le monde, mais voilà, il y a un truc qui s'appelle l'énergie libre en thermodynamique, qui est défini comme l'énergie interne moins la température fois l'entropie. Voilà, ça a des propriétés intéressantes, si, je vous assure. Et voilà. Donc pour les thermodynamiciens, ça veut dire ça. Pour le reste du monde, ça ne veut rien dire, en fait, sauf si on donne une définition. Il se trouve que le mot anglais, c'est free energy, et free, il a deux traductions en français. Ça veut dire libre et ça veut dire gratuit. En anglais, tous les gens qui utilisent free energy veulent dire énergie gratuite. Donc c'est une très mauvaise traduction de free energy. Donc déjà, la traduction elle-même, les gens qui font des pseudosciences utilisent ce mot-là, énergie libre, c'est déjà une mauvaise traduction du truc. Donc ça n'a aucune chance de nous parler de choses intéressantes. Par ailleurs, je vais revenir sur la méthode maintenant, sur la notion du vrai en science. Alors c'est un grand mot, je ne vais pas rentrer dans des détails de philosophie des sciences, j'en serais absolument incapable. Mais la science, c'est un ensemble ça peut être vu comme un ensemble d'énoncés, de choses qu'on pense vraies pour certaines raisons. Et précisément, ce qui fait d'une affirmation qu'elle est scientifique, c'est que la raison pour laquelle on dit quelque chose est vrai, elle est bien déterminée, bien cadrée. Il y a une méthode derrière. On dit quelque chose est vrai parce que. Il y a toujours un parce que derrière. Il devrait toujours y avoir un parce que. Ceci est vrai parce que c'est un tel qui l'a montré, il a fait telle démonstration dans tel bouquin. On peut refaire la démonstration ensemble, on se met au tableau, voilà, donc ça c'est vrai. Des mesures, refaisons les mesures. Ah oui, tiens, je mesure à peu près la même chose que tel gars. Voilà, il y a une méthode comme ça que chacun, chez soi ou presque, peut reprendre. Bon, alors ça c'est un peu la version idéale. Si vous dites on a découvert le boson de Higgs au LHC, vous n'allez pas le faire dans votre jardin, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais en théorie, quelqu'un d'autre qui aurait les moyens de refaire le même instrument, un instrument du même type, pourrait faire les mêmes mesures et trouverait a priori la même chose. Dans le cas des pseudosciences, c'est très rarement le cas. On vous dit c'est vrai, et pourquoi ? Parce que c'est vrai, c'est tout. Voilà. Il y a quelqu'un qui a construit un moteur à énergie libre, sous-entendu un mouvement perpétuel, et c'est le cas. Il faut me croire, c'est le cas. Bon. Alors idéalement, on pourrait distinguer ça de ça parce que dans les affirmations scientifiques, il y a des justifications. Alors malheureusement, ce n'est pas le cas. Si vous allez voir, par exemple, un site scientifique comme celui du CERN, vous regardez les informations du CERN, on ne vous donne pas les explications parce que ce n'est pas de la vulgarisation, ça. On essaye de vous dire, il faut faire confiance en fait aux gens. Quand vous allez sur le site du CERN, si vous y allez et que vous lisez ce que vous prenez pour argent comptant ce que vous dit, c'est que vous avez passé un contrat dans votre tête avec la personne qui a écrit ça en disant, le gars est du CERN, il dit probablement pas des bêtises. Il y a toujours ce contrat-là. Hein. On ouvre un texte, on le lit, on se dit, la personne qui l'a écrit, elle est probablement elle est en droit de le faire. Quelqu'un qui écrit sous un site qui s'appelle conspiration.org, moi perso, j'y crois pas, j'ai pas confiance. Quelqu'un qui écrit sous la bannière cnrs.fr, j'ai confiance. Ça, c'est mon biais, hein. Vous n'êtes pas obligé c'est pas obligé d'être votre cas. Ceci dit, la raison pour laquelle on propose des sciences à l'université, par exemple, c'est vous expliquer pourquoi c'est plus pertinent de faire confiance à cnrs.fr qu'à conspiration.org. Parce qu'on vous explique cette méthode-là. On vous le fait dans des petits cas simples. Hein. Vous avez l'impression que c'est compliqué des fois, mais je vous assure, c'est des cas simples. On vous dit dans un cas simple, voilà, la méthode scientifique, elle est là. Pourquoi est-ce que quand on lâche un corps, il tombe en suivant une certaine équation du mouvement, etc. Alors ça vous gave et tout, mais au moins vous voyez la méthode. Il y a des équations, tout le monde peut les faire. Il y a des hypothèses derrière, on peut y croire ou pas, les remettre en doute. Et une fois que vous avez compris ça, normalement, vous pouvez imaginer qu'on peut le faire à un autre niveau au-dessus, qu'il y a des gens dont c'est le métier qui font ça bien. Et du coup, on leur fait confiance. Je ne dis pas qu'ils ne se trompent pas des fois, hein, mais dans leur méthode, ils ont cette méthode scientifique. Donc ça distingue vraiment les affirmations scientifiques des affirmations pseudo-scientifiques. Alors il y a une troisième type d'affirmation. Il y a aussi le vrai des théories du complot, où là c'est vraiment du délire. Théorie du complot, c'est vrai, la preuve, vous en entendrez parler nulle part, et si on vous le cache, c'est louche. C'est ça le raisonnement de la théorie du complot. Vraiment, vous pouvez analyser ça dans n'importe quel domaine, c'est vrai pour Tesla aussi, c'est vraiment ça. Et les gens vous affirment notamment quand on vous dit que Tesla a inventé le rayon de la mort et que c'est le FBI qui a pris ses notes juste après sa mort et qui s'en est emparé pour pas que les Russes les aient, voilà. Ça, c'est étayé par rien. C'est pas ça qui s'est passé, les personnes qui vous disent ça n'ont aucun moyen de vous le prouver. Alors ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Alors, j'en viens à ce bouquin que j'ai mentionné tout à l'heure, là. Il y a des gens qui s'intéressent comme ça aux pseudosciences en essayant d'analyser le processus qui mène des gens à faire des affirmations qui ressemblent à de la science, qui ont le goût de la science, l'odeur de la science, mais qui n'en sont pas.
Alexandre Maotti a appelé ça Alterscience, donc c'est un des bouquins que je vous ai amené. Donc il est vraiment passionnant. Il est en français celui-là pour le coup, donc un bouquin en français. Il est vraiment très chouette, très bien écrit, très intelligent. Et là-dedans, il y a un chapitre notamment qui parle de Nikola Tesla et des gens qui le suivent. Et il vous parle de quelqu'un qui s'appelle Monsieur Vallée, qui s'est appuyé, entre guillemets, sur les travaux de Tesla pour construire des machines à énergie libre et qui prétendait, parce que maintenant il est décédé, qui prétendait avoir fait des machines à mouvement perpétuel. Le mouvement perpétuel, ça me permet d'illustrer ce que je disais tout à l'heure sur la méthode. Le mouvement perpétuel, ça serait la possibilité d'extraire sans fin de l'énergie d'un système. Alors il y a plusieurs manières de le présenter, il y a plusieurs mouvements perpétuels, mais je vais me baser sur cette forme de mouvement perpétuel pour ce qui suit. Le mouvement perpétuel, on sait aujourd'hui que c'est impossible. Quand je dis on sait que c'est impossible, quand un scientifique vous dit qu'on sait que c'est impossible, c'est pour la raison suivante. Si on prend les lois de la physique qu'on connaît aujourd'hui, l'électromagnétisme, la mécanique, on peut démontrer à partir de ces lois dans une suite d'étapes logiques que tout le monde peut faire chez soi, que du coup l'énergie se conserve. Vous ne pouvez pas en détruire, vous ne pouvez pas en former. Ce n'est pas possible. Si on en croit, encore une fois, les lois de la physique. Donc, dès que quelqu'un arrive, par exemple, à l'Académie des sciences et envoie un mot en disant « Ouais, j'ai utilisé les lois de l'électromagnétisme, j'ai construit une roue géante avec des aimants partout dans mon jardin qui fait 20 mètres de haut, et avec cette roue avec des aimants, eh ben, j'ai un mouvement perpétuel. » Il n'y a même pas besoin d'aller voir le dispositif. Ce n'est pas possible. Alors on peut effectivement le faire, et en fait, quand on le fait, on s'aperçoit qu'il y a un problème. Ce n'est pas un mouvement perpétuel, c'est juste le truc qui dure longtemps, effectivement, mais il n'y a pas de mouvement perpétuel. Mais une manière de démontrer que ce n'est pas correct. La situation, c'est la même, de manière plus simple et plus accessible peut-être, que la chose suivante. Imaginez que quelqu'un prétende qu'on puisse ajouter deux nombres pairs et obtenir un nombre impair. D'accord ? Vous pouvez, avec des mathématiques élémentaires, démontrer que ce n'est pas le cas. La somme de deux nombres pairs fait toujours un nombre pair. Toujours. On peut le démontrer. Vous pouvez très bien imaginer quelqu'un, un savant fou, un ingénieur retraité dans son jardin, dans son garage, qui passe sa vie à ajouter des nombres pairs jusqu'à en espérant atteindre un nombre impair. Et puis un jour envoyer un message à l'Académie des sciences en disant « Mais si, c'est possible, on peut y arriver et tout. » Non, on ne peut pas. La situation du mouvement perpétuel, c'est exactement ça. L'Académie des sciences, du coup, ne reçoit plus de courriers, n'accepte plus les courriers sur ce sujet-là. C'est clos. La seule manière de passer outre la conservation de l'énergie, ça serait de réinventer des lois de la physique. Et ça, les gens qui proposent les mouvements perpétuels en sont bien incapables à chaque fois. Donc, dans ce bouquin, Alexandre Maotti analyse vraiment en détail le rôle de Tesla, de son personnage mythique, mystérieux, de son caractère aussi, peut-être de ses maladies, de sa psychologie, tout ça, dans l'image qu'on a du savant. Et il parle d'un autre exemple aussi, que vous connaissez peut-être pas, peut-être le nom, mais pas l'épisode. C'est l'épisode des avions renifleurs. Et je vous parle de ça parce qu'on pourrait se dire, non mais là, Taillé, il est bien rigolo avec son truc, mais on s'en fout finalement que des gens sur le net mettent des fausses théories ou disent que Tesla, il a inventé le rayon de la mort. Il est mort de toute façon. Donc, voilà. Non, c'est pas anodin du tout. Parce qu'il y a des situations dans lesquelles il se passe la même chose que ce qui peut se passer avec Tesla. On reprend ces théories et on en fait quelque chose que Tesla n'a pas dit, à des fins malhonnêtes. Par exemple, l'affaire des avions renifleurs, en deux mots, vous avez un couple, enfin deux personnes, un ingénieur et puis un industriel, qui sont au milieu des années 70 allés voir les dirigeants de Elf, la grande entreprise, c'était à l'époque la plus grande entreprise française, en leur disant on a une méthode pour détecter les nappes de pétrole en survolant la planète. Voilà. Un avion qui survole, on arrive à voir, deviner où sont les nappes de pétrole, et c'est un appareil qui est un peu compliqué, vous ne pouvez pas comprendre, c'est un truc nouveau, c'est la nouvelle science. Voilà. Les dirigeants de Elf ont été pris au jeu par ça. Les savants se présentaient comme des savants incompris. Hein, c'était un peu les Tesla des temps modernes. Des dirigeants de Elf se sont pris au jeu. En gros, on dit aux ingénieurs de Elf, non mais de toute façon, regardez ce qu'ils font, mais c'est pas de comprendre, c'est pas dans votre portée, quoi. Vraiment, vous faites de la science normale. Eux, ils ont dépassé ça depuis longtemps. Donc essayez simplement de voir le résultat en gros, mais essayez pas de comprendre. On a dit ça aux ingénieurs de Elf. Hein, voilà. Ces personnes, les deux ingénieurs, là, enfin les deux, le savant fou et puis l'autre, ils ont comme ça réussi à faire payer quasiment 1 milliard de francs à l'époque à Elf. Il y a 1 milliard de francs qui sont partis sur un projet complètement délirant. Et malhonnête, hein, on s'est aperçu que l'appareil qui avait été présenté, donc était censé voir à un moment des nappes, voilà, bah, la personne mettait des fausses images à l'avance à l'intérieur du dispositif. Hein. Ce n'est pas des gens qui se croyaient super intelligents, c'était des gens malhonnêtes qui ont abusé de la vision qu'on peut avoir du savant dans la société. Donc là, si les dirigeants de Elf avaient su faire la différence entre la pseudo-science et la science, il y aurait eu quelques centaines de millions, voire 1 million de francs qui auraient été économisés par le contribuable.
Je vous ai parlé ici de science et puis de pseudoscience. En fait, il y a une troisième manière aussi d'aborder le personnage de Tesla, et je vais finir sur ça, parce que je la trouve aussi vraiment passionnante. C'est l'art. L'art au sens large, en commençant par la BD. Je vous ai amené ici une BD qui parle beaucoup de Tesla, qui en parle parfois directement, parfois indirectement, mais il est omniprésent dans ce bouquin. Donc c'est une série, Razzle, de James Smith. Elle est en anglais, je ne sais pas si elle est traduite en français, mais je vous invite vraiment à la lire. C'est de la science-fiction, en gros, donc voilà. Et il profite de la science-fiction pour placer un personnage qui ressemble à Tesla et à dire, ben voilà, Tesla a inventé un rayon de la mort, en gros, qu'est-ce que ça aurait donné? Mais c'est pour lui un point de départ de fiction, hein. On fait ce qu'on veut en fiction, il a le droit de faire ça, et il le fait avec beaucoup d'intelligence. Il va chercher dans les pseudosciences et dans les sciences des éléments qui l'intéressent pour faire son histoire. Ça fait à la fin quelque chose qui se tient et qui est vraiment haletant d'un bout à l'autre. Je vous invite vraiment à lire ça, c'est vraiment super. Donc, on trouve quelques images d'ailleurs qu'il a été prendre dans des photographies célèbres. Ça, c'est une reproduction d'une photographie très célèbre de Tesla dans laquelle on voit ces fameux éclairs, on le voit derrière. C'est un montage, donc Tesla avait fait un montage, il ne s'en cachait pas, hein, c'était effectivement il disait que c'était un montage, donc il s'est d'abord pris en photo ici, puis il a réexposé la photo sans lui ici, et puis avec les éclairs là. C'était pour montrer un petit peu l'échelle des éclairs. Et alors, je vais terminer sur une autre occurrence comme ça de personnage de Tesla, c'est dans le Prestige. Prestige, c'est deux choses assez différentes, c'est deux objets assez différents. C'est d'une part un roman d'un auteur qui est absolument génial, Christopher Priest, mais vraiment, c'est un des grands auteurs de science-fiction britannique. Et en 1995, il a écrit un roman qui s'appelle The Prestige, qui a été adapté par Christopher Nolan, que j'aime beaucoup aussi. Certains ont peut-être vu ici, m'ont vu parler d'Interstellar dans le cadre du quart d'heure insolite. Mais voilà, il a fait une adaptation très libre du Prestige. Donc en fait, ça se ressemble assez peu. Il y a des traits en commun dans le livre et dans le film. Mais Christopher Nolan a fait des choix sur le personnage de Tesla, notamment qui sont très différents du roman. Je vous invite à aller voir, à regarder le film Le Prestige, après être allé voir un petit peu la biographie de Tesla. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il a truffé le film de référence à Tesla. Alors des fois, il y a effectivement le personnage de Tesla, qui est joué par David Bowie, qui intervient, qui parle, etc. Donc c'est lui ici, là, dans le film. Des fois, il n'est pas là, Tesla, mais il y a un portrait de lui qui traîne, où il y a quelque chose qui rappelle la vie de Tesla. Il y a vraiment beaucoup de ça dans le film. Il s'est vraiment beaucoup amusé, Christopher Nolan. Et je vous montre ici juste cette image parce qu'elle m'a fait sourire. Donc ça, c'est un moment dans le film, il y a Tesla qui est ici et qui attendait des gens. Donc il est en train de bouquiner dans un fauteuil. Et c'est une référence, un clin d'œil, enfin je trouve moi de manière évidente, à cette photo extrêmement célèbre de Tesla, où on le voit assis dans un fauteuil en train de lire. Si on prête attention aux détails, alors ici le degré de luminosité, vous ne pouvez même pas de le faire, mais si vous regardez les fauteuils, c'est les mêmes en fait. C'est les fauteuils cloutés. Il s'est amusé ici, on le voit après avec le mouvement de caméra, il s'est amusé à refaire ce fauteuil-là. Et puis il s'est dit, tiens, bah là il y a un machin en spirale, ça c'est un enroulement spirale en fait, c'était une grosse bobine, bah, il a mis un enroulement là. C'est pas le même, hein, il n'a pas refait la photo, mais il vous met des petits détails comme ça, qui vous disent comme ça, un gros clin d'œil, tiens, c'est la photo. Et c'en est vraiment truffé. Donc je vous invite à regarder le film The Prestige, déjà parce que c'est un film qui est vraiment, que je trouve très chouette. Voilà. Si ça vous intéresse, je vous invite du coup à aller voir là-dessus. Donc ça c'est ma minute pub personnelle, enfin pub, c'est dans le sujet quand même. J'ai écrit 3 billets dans la plateforme de blog qui est ici, Signal sur bruit, c'est sur Siloc, hébergé par Pour la Science, où j'ai écrit 3 billets sur Tesla. Et dans le 3e, je développe un petit peu plus les rapports entre, par exemple, le film Le Prestige et puis Tesla, en donnant un peu plus de clés sur le rapport entre les deux. Ça arrête ici ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'ai aucune idée de l'heure. C'était le quart d'heure x2 insolite. Merci de votre attention et à la prochaine fois.